énigme en Haute-Provence. Un avion disparu depuis 1 mois et demi avec 5 personnes à bord n'a toujours pas été repéré. La famille d'une des victimes continue les recherches. La Nouvelle-Calédonie s'apprête à célébrer les obsèques des 2 leaders indépendantistes assassinés. Antenne 2 présente ce soir un document unique. Jean-Marie Djibaou et son assassin interviewés dans le cadre d'une même émission religieuse sur le thème de la réconciliation. Aux États-Unis, c'est la communauté noire qui est la plus touchée par le sida, 30% des victimes. Un pasteur de New York tente de venir en aide à ces malades déshérités que la société rejette. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commencerons donc ce soir par une énigme. Le 17 mars dernier, à 15 heures très précises, disparaissait des écrans radars et des fréquences radio un bimoteur Cessna assurant une liaison entre Fréjus et Strasbourg. À bord, 5 personnes. L'appareil se trouvait à ce moment-là au-dessus des Alpes de Haute-Provence, entre Digne et Sisteron. Depuis, plus rien et surtout aucune trace matérielle de l'accident. Les recherches des gendarmes sont restées vaines jusqu'à présent, mais la famille d'une des victimes ne désarme pas et critique la manière dont l'enquête a été menée. Enquête de Patrice Velay et Jean-François Georgetti. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que les recherches n'ont peut-être pas été aussi longues que l'on aurait souhaité, parce que peut-être qu'au bout de 10 jours, on considère que les gens sont morts, donc c'est plus la peine de faire des recherches. Et nous, en tant que famille, on dit qu'ils ont droit à une sépulture et ils ont droit à ce qu'on les retrouve pour qu'au moins on puisse se recueillir. Mais si on doit attendre la fonte des neiges pour que des êtres humains soient retrouvés, enfin des êtres humains décédés soient retrouvés, je trouve ça lamentable, hein. C'est pas normal. À la recherche d'un frère disparu parce que depuis 1 mois et demi, l'enquête n'a rien donné. Alain Gall bat la montagne et recoupe les renseignements comme celui d'un couple isolé dans une vallée des Alpes de Haute-Provence. Quelque chose comme ça. Et c'est un bruit qu'on a entendu pendant plusieurs jours, et puis après ça s'est arrêté. Ça faisait un petit peu comme un message en morse. On sert un petit peu de point de chute à la gendarmerie de Château-Arnoux pour des phénomènes de ce genre. On le signale, ça n'a pas eu l'air de les intéresser. Ils nous ont dit, oh, bah, qu'est-ce que c'est? Ils nous ont demandé ce que c'était déjà. Bon, on leur a dit qu'on ne savait pas, et pas plus que. Pas de vérification par les gendarmes, sauf après notre passage. Sur le terrain, l'enquête semble approximative. L'appareil a disparu entre Digne et Sisteron le 17 mars à 15h07, sans appel de détresse, un jour de très mauvais temps. Aucune trace, donc un secteur de recherche indéterminé et une enquête difficile en zone de montagne. C'est une région, la période de chasse est terminée, la période de pêche n'est pas encore ouverte. Le temps ne permet pas encore aux promeneurs, aux randonneurs de s'adonner à leur sport favori, ce qui fait que nous sommes un peu privés de sources de renseignements. Alors le mystère reste entier, même si certains témoins disent avoir vu le Cessna bleu et blanc. Il a continué par-dessous le pic pour disparaître vers le Labre. Parfois de manière contradictoire, les avions de tourisme se confondent facilement. À l'aérodrome de Fréjus, les habitués parlent d'un vol un peu trop risqué au vu de la météo et les familles s'accrochent à l'espoir fragile que la montagne livrera un jour son secret. À Nouméa, où le Premier ministre, M. Michel Rocard, doit assister aux obsèques des 2 leaders indépendantistes, Jean-Marie Djibaou et Yewéné Yewéné, assassinés jeudi par des extrémistes kanaks, hostiles aux accords signés à l'hôtel Matignon l'été dernier. Eh bien, à Nouméa, c'est toujours l'émotion qui prévaut. Les corps des 2 responsables politiques sont exposés dans une chapelle ardente, visitée par une foule nombreuse, composée aussi bien de Mélanésiens que de Caldoches. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Thiers, Bruno Carrette. Une dernière nuit, les 2 cercueils sont réunis. Demain, l'un ira vers Yengen, l'autre vers l'île de Marais. Des visages effondrés sur fond de chants religieux. Madame Yewéné Yewéné, le regard absent, hagard, épuisée des nuits sans sommeil. Comme elle, comme Madame Djibaou, ils sont là hébétés, sans vouloir croire que leurs 2 leaders, leurs 2 amis, ne reviendront plus jamais. Lorsqu'on l'a vu, bien sûr, M. Djibaou et M. Yewéné bien morts, là, actuellement, on est un peu convaincus. La mort de Jean-Marie, ça me touche beaucoup. Ça me touche au cœur. C'est comme si c'est mon père. C'est comme si j'ai perdu mon propre papa.
Les conséquences de ces disparitions, l'avenir politique du FLNKS, on en parlait difficilement ce soir, mais nous ne pouvions éviter d'évoquer déjà ce qui assurerait l'héritage de l'Union calédonienne, l'héritage du parti de Jean-Marie Djibaou et de Yewéné Yewéné. Vous savez, sur le moment, on peut ressentir le vide. Mais comme moi et tous les responsables de l'Union calédonienne, nous avons confiance. Ce vide serait comblé dans les prochains jours. Est-ce qu'ils sont remplaçables? Avec les valeurs qu'ils ont, je ne pense pas. Ils sont porteurs, ils étaient porteurs de beaucoup d'espoir pour nous, pour l'ensemble du peuple kanak. Trouver les termes dont ils employaient à un moment donné pour affirmer notre existence. Personnellement, je n'ai pas cette valeur-là. J'aurais beaucoup à apprendre. J'ai dit qu'ils sont irremplaçables par rapport à cela. Mais trouver d'autres pour assurer pour leur succession. Je pense que nous, on les trouvera au niveau de l'Union calédonienne. Les yeux brouillés par les larmes, Jacques Yekawé, sous-préfet auprès du haut-commissaire, lui aussi nous disait son anxiété. Aller de l'avant, dans la paix, tous ici le souhaitent, mais le désarroi est encore le premier sentiment de chacun. Ce désarroi, Louis Lepinsec, le ministre des Dom-Tom, en a pris la mesure tout à l'heure au Haut-Commissariat lorsqu'il a reçu une délégation du FLNKS. Jacques Lafleur l'a aussi constaté et il me disait il y a quelques instants, ils sont perdus. Je dois les aider au nom du chemin que nous avons commencé à faire ensemble et ils peuvent compter sur moi. Les circonstances de ce double assassinat restent relativement confuses encore ce soir. Le meurtrier a été immédiatement abattu par l'un des gardes du corps de Jean-Marie Djibaou, mais un autre homme arrêté sur place a été aujourd'hui inculpé d'assassinat et de tentative d'assassinat. Il pourrait lui aussi avoir tiré sur l'un des deux leaders indépendantistes. Ce soir, Antenne 2 propose un document unique qui devait être diffusé dans le cadre des émissions religieuses du dimanche matin, un reportage réalisé pour Présence protestante, dans lequel Jean-Marie Djibaou et son assassin, un ancien pasteur, sont interrogés sur le même thème qui apparaît aujourd'hui quelque peu dérisoire, la réconciliation. C'était le titre de cette séquence. Hervé Brusini. Voici les derniers entretiens accordés par chacun de ces deux hommes à la télévision. C'était il y a un mois. Jean-Marie Djibaou et celui qui allait devenir son meurtrier présumé affirmaient toutes leurs différences. Le climat a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui peut-être plus de tolérance, une cohésion plus grande, qui n'est pas faite encore, mais qui se construit entre les gens qui acceptent les accords et qui sont majoritaires à l'intérieur de chaque groupe, du FLNKS comme du RPCR. Maintenant, il y a aussi la frange qui n'accepte pas. Pour nous, les accords de Matignon ne nous signifient rien. Nous voulons absolument que le Premier ministre vienne à Gossana. Et c'est à travers vous que je vous donne ce message, pour qu'on puisse discuter réellement des droits du peuple kanak dont nous voyons actuellement bafoués. Et pourquoi pas avec le pasteur Stewart, le président de... Et nous voulons que ça se passe avant le 5 mai, si c'est possible. Pour Djoubeli Wea, il fallait donc que quelque chose se passe, impérativement avant la date anniversaire de Gossana. Alors lui, l'extrémiste, l'exclu des négociations, a finalement opté pour les armes. Un guet-apens très organisé. Lors de la cérémonie coutumière, c'est lui qui a demandé aux dirigeants du FLNKS de se mettre en rang face aux hommes de la tribu. Ce devait être la réconciliation, mais Djoubeli et ses hommes ont tiré. Ils ont touché en pleine tête les dirigeants kanaks. Les gardes du corps n'ont eu que le temps de répliquer. Pour l'heure, on ne sait encore qui a visé qui. André Tangopi, un militant proche de Djoubeli, a été inculpé d'assassinat et tentative d'assassinat.
La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Pour les enquêteurs, cet attentat n'a pu se réaliser sans de nombreuses complicités. Et ce document complet sera présenté donc le 18 juin prochain dans le cadre justement de l'émission Présence protestante. L'actualité en Nouvelle-Calédonie a quelque peu éclipsé les suites du voyage de Yasser Arafat en France cette semaine. Pourtant, sa déclaration sur la charte de l'OLP, devenue caduque, a provoqué immédiatement une réaction non pas tant dans le monde arabe qu'en Iran. Les ayatollahs au pouvoir là-bas ayant trouvé un moyen de prolonger la terreur qu'ils avaient déjà semée avec l'affaire Salman Rushdie. Le président du Parlement iranien demande aux musulmans du monde entier de tuer des citoyens américains, anglais ou français pour se venger de la répression israélienne dans les territoires occupés. Et par ailleurs, Téhéran organise au Liban même un front uni de tous les Palestiniens hostiles à la nouvelle politique affichée de Yasser Arafat. Jacques Merlino. Mardi, Yasser Arafat arrive à Paris, voyage controversé mais aussi voyage attendu, l'espoir d'un pas supplémentaire vers la paix. À la même heure, quasiment, son représentant personnel au Liban, Issam Salem, est victime d'attentat. 2 balles dans la tête, il est toujours dans un état critique. Yasser Arafat comprend l'avertissement, mais ne change pas sa décision. Mardi soir, il prononce sa célèbre phrase. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc, on dit en français, je crois bien. Mercredi 11h, Saïda, au Liban, un officier du corps d'élite de l'OLP est abattu par des hommes armés. Et l'on apprend que 5 jours auparavant, le porte-parole officiel de Yasser Arafat au Liban, Zaïd Wehbe, avait échappé à un obus piégé. Jeudi soir, 3 jeunes Allemands sont enlevés, toujours près de Saïda. 2 seront libérés, mais le 3e reste pris en otage. Vendredi après-midi, Téhéran, le président du Parlement, M. Rafsanjani, appelle les Palestiniens à exécuter des Occidentaux en représailles des victimes dans les territoires occupés. Et il ajoute que Yasser Arafat est devenu un capitulard. Le même jour, 500 militants pro-iraniens du Hezbollah défilent dans la banlieue sud de Beyrouth. À la tribune, les orateurs se relaient et accusent Arafat de trahir la cause palestinienne. Dans le même temps, toujours au Liban, un énorme rassemblement a lieu à Baalbek. Et pour la première fois, on voit défiler côte à côte les militants pro-iraniens et les Palestiniens d'Abou Nidal et d'Ahmed Jibril. Cette fois, l'image parle d'elle-même. Un front anti-Arafat important s'est constitué et l'Iran s'est empressé d'en prendre la tête. Au Liban, toujours donc, le chef du gouvernement musulman, Selim Haus, a été informé des exigences des ravisseurs du ressortissant ouest-allemand enlevé jeudi soir et qui reste aux mains de ses ravisseurs. Ces demandes ont été communiquées à l'ambassadeur de RFA à Beyrouth. Ces ravisseurs demandent officiellement, comme on le supposait d'ailleurs déjà, la clémence de la justice ouest-allemande à l'égard de Ali Hamadeh, détenu en Allemagne fédérale, et qui est notamment accusé du détournement d'un avion de la TWA sur l'aéroport de Beyrouth. C'était en juin 1985. Par ailleurs, toujours à Beyrouth, après le calme relatif de cette dernière semaine, eh bien, des bombardements ont repris venant du secteur chrétien sur la partie ouest, la partie musulmane de la capitale. Il y aurait déjà plusieurs victimes. La France aurait engagé des pourparlers pour reconstruire la centrale nucléaire de Tammuz en Irak, détruite en juin 1981 par l'aviation israélienne. C'est ce qu'a affirmé un journal arabe, le ministre de l'Industrie irakien, ajoutant que ce réacteur nucléaire serait consacré à une utilisation pacifique. Pour la fin du Ramadan, le président de la République française, M. Mitterrand, a adressé aujourd'hui un message de sympathie à la communauté musulmane, française et étrangère, soulignant que le cheikh Abbas, responsable de la communauté musulmane en France qui vient de mourir, s'était dans un de ses derniers messages déclaré en faveur des principes de liberté, égalité, fraternité et tolérance, alors que se développent à travers le monde l'intolérance et les affrontements qu'elle entraîne. Aujourd'hui, dans les principales capitales de l'islam et à la Mecque, le lieu saint, se sont déroulées les cérémonies marquant la fin de ce Ramadan. Valérie Fogno. Cette nuit, dans la plupart des capitales et jusqu'aux plus petits villages musulmans, les muezzins ont annoncé à près d'1 milliard de fidèles la fin du jeûne. C'est en cette période que le Coran fut annoncé à Mahomet. Une nuit que l'on appelle dans la religion musulmane celle du destin. Un instant qui amène à la prière. À Beyrouth, cela n'a pas empêché une nouvelle violation du cessez-le-feu.
En Algérie et dans les pays du Maghreb, depuis que la nouvelle lune a été annoncée, tous les fidèles qui ont suivi le jeûne de purification glorifient par 7 fois le Créateur, Allah Akbar, Allah est grand. À la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, les pèlerins sont venus des 4 coins du monde. Ils pourront se prévaloir du titre de Hajj et porter le turban jaune à l'issue de leur voyage. En priant, ils ont tourné autour de la Kaaba, la pierre sacrée. La prochaine grande fête de l'islam aura lieu dans 70 jours et sera le sacrifice d'Abraham. L'Église catholique profite, elle, de la politique d'ouverture dans les pays de l'Est pour tenter de rassembler les jeunes qui ne croient plus forcément aux vertus du matérialisme communiste. Ainsi, le chef de la communauté de Thésée en France, le frère Roger, qui a déjà fait éditer 1 million de Bibles à destination de la Russie, s'est lui-même déplacé en Hongrie pour y présider un rassemblement d'environ 20 000 jeunes chrétiens venus de tous les pays d'au-delà du rideau de fer. Sur place, nos envoyés spéciaux Marc Maisonneuve et Jean Corneille. Pécs, une petite ville universitaire du sud de la Hongrie. Vers elle, 20 000 jeunes convergent de tous les pays de l'Est. Il y a là des Hongrois, bien sûr, mais aussi des Tchèques, des Polonais, des Allemands de l'Est et même des Soviétiques. Leur but, répondre à l'invitation de frère Roger. Français, fondateur de la communauté de Thésée en Bourgogne, la volonté affichée de cet homme, rapprocher les jeunes, tous les jeunes, par-delà les cultes et les frontières. Et tant pis, si les plus durs à franchir sont idéologiques. Le temps est un allié de poids. Frère Roger s'était rendu plusieurs fois en Hongrie sans pouvoir prendre la parole en public. Pour la première fois, les choses changent. En Hongrie, les jeunes générations, elles connaissent le désenchantement, elles connaissent plus encore un scepticisme, à quoi bon continuer. Et tout à coup, quelque chose se modifie. Et peut-être surtout dans la jeunesse des villes. Mais quelque chose se modifie. Et alors on voudrait trouver comme un sens à sa vie. Et ce sens à leur vie, nous ne pouvons pas le donner. Pourtant, il prépare déjà la prochaine rencontre. Ce sera en Pologne, à Wrocław. C'est la première fois depuis 40 ans qu'un aussi grand nombre de jeunes se réunit. Parce que depuis bien longtemps, il était impossible d'organiser n'importe quelle rencontre. Le lendemain soir, à Budapest, il n'y aura pas assez de place pour accueillir tout le monde dans la cathédrale Saint-Ivan. Cela nous permet de voir les choses autrement et d'espérer. Je pense que les jeunes gens croient davantage dans le catholicisme que dans le communisme. Dans une Hongrie qui cherche d'autres références que celles de son passé, 31 chars soviétiques ont quitté le pays le 24 avril, frère Roger a parlé de réconciliation. Citant plus volontiers Jean XXIII que Jean-Paul II, il évoque la transparence. Résolument, à l'écart du dogme, il prêche l'ouverture, peut-être aussi parce qu'il sait que l'on tolère ce qu'on ne peut interdire. Dramatique aux États-Unis. Les dernières statistiques sur l'évolution du sida prouvent que la population noire, 27 millions d'habitants sur les 250 millions que compte le pays, compte le plus grand nombre de pauvres également. Eh bien, cette communauté noire est la plus touchée par la maladie. Sur 91 000 cas officiellement recensés aux USA, 30% sont des noirs, le plus souvent des toxicomanes. Dans la banlieue de New York, un pasteur noir protestant a décidé d'aider ces malades à mourir dignement. À sa façon, qui peut être contestée, mais il a au moins le mérite de suppléer à l'indifférence des pouvoirs publics. Enquête du correspondant d'Antenne 2 à New York, Paul Naum. Le révérend David Lee devant ses fidèles le dimanche matin à l'église baptiste de Newark.
on the trigger. But I want to ask you a question. Who was that man? Who was that man? Who was that man? Between you and I, every time I was going to pull the trigger. Le pasteur David Lee consacre désormais toute sa vie aux déshérités. Sa croisade, il l'a commencée seul en 1981, alors que l'Église noire, très puissante aux États-Unis, refusait de faire face aux deux fléaux qui frappaient la communauté, la drogue et le sida. Aujourd'hui, les chiffres sont terribles. Les Noirs représentent 30% des cas de sida. Plus de la moitié des femmes et des enfants qui ont contracté le virus sont noirs. David Lee a ouvert ce centre il y a 3 ans. Il soigne à sa façon les malades venus se réfugier sous son toit. Un jour, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» J'ai répondu « Rien ». J'avais 200 000 francs en banque et je pouvais m'acheter une Cadillac toute neuve. Mais cette voix m'a poursuivi et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de m'occuper des pauvres. David Lee pense que certaines herbes prises en infusion peuvent aider à guérir du sida. Ceux qui sont autour de cette table ont été rejetés par les hôpitaux publics, motif aucun espoir de guérison. Brutalement à la rue, le révérend leur a redonné courage et foi. Cette femme de 24 ans, mère de famille, a appris qu'elle avait la maladie il y a 1 an. Maladie qu'elle a attrapée après s'être droguée. J'ai vraiment confiance dans ce type-là. Mais c'est pas Dieu. Non, bien sûr. Mais c'est pas un docteur non plus. Mais je crois en ses méthodes. C'est-à-dire, les herbes, le thé, la seule façon de guérir, c'est d'essayer. Charles, lui aussi toxicomane, est au dernier stade de la maladie. Il croit ou fait semblant de croire qu'il va s'en sortir. Vous pensez réellement que ces herbes vont vous guérir? Je n'y croyais pas auparavant. Mais depuis que j'en prends, mon corps change. J'ai plus d'énergie et je vais beaucoup mieux. La science aujourd'hui est à son top niveau. Mais les docteurs ont oublié une chose essentielle. Aller dans les forêts, dans la jungle, chercher des herbes. Celles que les docteurs dans l'ancien temps donnaient aux malades. Celles que ma grand-mère utilisait aussi. Les futures victimes du sida, on les trouve ici, dans ces ghettos habités par une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Une fois par semaine, David Lee rend visite à ses habitants. Il faut croire en Dieu, leur répète-t-il, et arrêter de se droguer. Pasteur ou charlatan, David Lee a redonné espoir à des centaines de démunis, même si certaines de ses méthodes sont contestables. L'Église noire a pris ses responsabilités, mais ses moyens sont limités. Il est sans doute déjà trop tard pour qu'elle puisse arrêter le fléau. Retour en France avec 2 faits divers tragiques. Au Cap d'Aille d'abord, près de Monaco. Un accident horrible et stupide à la fois. Une fillette de 11 ans tuée par un deltaplane qui atterrissait au milieu des baigneurs. Plusieurs de ces baigneurs s'écartèrent, mais la petite fille, qui ne l'avait pas vu arriver, fut touchée de plein fouet par l'appareil. Le pilote inculpé d'homicide involontaire a été incarcéré cet après-midi. Et puis 5 jours après sa disparition dans les Alpes de Haute-Provence, le petit Yanis, 3 ans, reste introuvable. 300 sauveteurs ont ratissé aujourd'hui sans succès toute la région où le petit garçon a disparu. Les parents de l'enfant lancent ce soir un appel à d'éventuels ravisseurs leur demandant de leur rendre leur petit garçon. Le sport maintenant, vous avez pu suivre cet après-midi en direct sur Antenne 2 la finale du championnat de France de basket. Au terme des matchs aller et retour, eh bien c'est Limoges qui l'emporte face à Orthez et qui conserve donc son titre déjà acquis l'année dernière. En match aller de la finale de la Coupe des Coupes de handball sur son terrain, l'US Créteil ne s'est imposé que d'un tout petit but, 17-16 face aux Allemands de l'Ouest d'Essen. Le match retour s'annonce donc très difficile. Et puis en quart de finale,
du championnat de France de rugby. Cette fois, Narbonne a éliminé Grenoble, que l'on disait pourtant favori, 24-13. Mais le principal événement du week-end en sport, ce sera demain à Monaco, le Grand Prix de Formule 1. L'originalité de cette compétition réside dans son circuit unique au monde, tracé dans les rues de la Principauté. Et puis demain, on comptera autant de milliardaires sur la piste que dans les tribunes. C'est le Brésilien Ayrton Senna qui partira en tête, devant son compagnon d'écurie Alain Prost, tous deux sur McLaren Honda. De Monaco, Francis Maille. Prost-Senna, Senna-Prost, duel. Acte 3, scène habituelle. Question, l'écurie McLaren a-t-elle épousé un extraterrestre? Ayrton Senna est-il vraiment brésilien ou vient-il d'une autre planète, d'un univers où la vitesse est magique? Car Magic Senna vient de signer 1 minute 22 secondes 308 au tour, même plus princier, pas même royal, franchement dément. Plus vite qu'en 1986 avec Alain Prost et les turbos, du jamais vu. Remarquez, pour le voir, il faut faire vite. Et lorsqu'au 6e tour des essais, il établit ce nouveau record absolu, chacun comprend que la 32e pole position de sa carrière est acquise. Dès lors, you know what? I'm very happy. Simple comme le bonheur, formidable Ayrton Senna, car pour cette pole position, il y avait preneur. J'ai eu beaucoup de trafic, donc j'ai fait qu'un tour, avec les pneus de qualification. C'était pas suffisant pour faire une 22 comme Ayrton, mais on était vraiment très très près. Je pensais vraiment pouvoir faire la pole, je suis un peu déçu. Derrière les deux McLaren, l'écart est impressionnant. Boutsen accuse un passif supérieur à 2 secondes. Beau retour en revanche pour Martin Brundle, 4e. Nigel Mansell signe le 5e temps. Les autres Français, à la 16e place, on retrouve Olivier Grouillard, Philippe Alliot est 17e, et à ses côtés sur la grille de départ, Pierre-Henri Raffanel. Enfin, René Arnoux se qualifie avec le 21e temps. Voilà, juste le temps de vous donner encore les rapports du tiercé que vous voyez s'afficher, 18-2-3, et puis ceux du quarté, c'était un beau tiercé, beau quarté également, vous ajoutez le 7 et vous gagnez un peu plus de 116 000 francs, et cette fois-ci, il n'y a pas de problème pour ce quarté. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous dis à demain 13h. Bonsoir.